ma modeste contribution. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour également pour ceux qui nous suivront en rediffusion. Je n'ai pas à présenter mes invités parce que vous avez lu au passage du générique que j'ai avec moi ici l'abbé José Poundou. Monsieur l'abbé Poundou, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Et également Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour monsieur Kibambi. Monsieur l'abbé n'a peut-être pas suivi ce qui s'est passé sur le forum il y a quelque temps. Il est sollicité partout. En fait, on sollicite son intelligence, comme un Bonigaba d'ailleurs. Un pasteur qui a refusé, avec dédain, l'argent, disons, l'offrande d'une pauvre dame qui était carrément humiliée. Elle se présentait avec 2000 francs. Et le pasteur de dire 2000 francs, pas pour moi. Moi, je ne suis pas un pasteur pauvre. J'ai vraiment été scandalisé et j'espère que vous qui avez suivi comme moi ce pasteur, vous avez été horrifié comme moi. Parce que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Un pasteur comme ça, il faut l'abandonner à son triste sort, en priant Dieu qu'il puisse le ramener à sa plus simple expression et que on puisse lui dire, vous qui étiez riche, où êtes-vous aujourd'hui? Je crois que c'était scandaleux. Monsieur l'abbé, que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que Jésus a dit refuser le peu d'argent? Non, quand même. Qu'est-ce qu'il prêche, ceci? Mais il y a deux choses ici qu'il faut relever. La première, c'est que Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Ou on haïra l'un, on aimera l'autre, ou on aimera l'autre et on haïra l'un. » La conclusion est simple. Alors, lui sert l'argent. L'argent. Et un autre élément qui est très très important, c'est lorsque Jésus observe justement la possession des offrandes. Les gens qui viennent remettre leur offrande, déposer leur offrande, eh bien, il apprécie l'offrande de la veuve, le bol de la veuve, le petit montant que la veuve vient, les 2 pièces d'argent que la veuve vient déposer dans le panier des offrandes. Eh bien, Jésus a estimé que ça valait beaucoup plus que les centaines de milliers de francs que le riche venait déposer avec beaucoup de, je dirais, d'orgueil, n'est-ce pas? Tandis que le bol de la veuve a été apprécié. Et Jésus dit, c'est cet obol-là de la veuve qui a été reçu par Dieu comme étant la bonne et la meilleure offrande. Alors, moi je pense que ce pasteur a jeté le discrédit sur presque tous les pasteurs. Il y en a des bons, bien entendu. Mais celui-là est mauvais. Je voudrais le dénoncer. Vous avez été scandalisé aussi, Bonigaba. Bien sûr, parce que c'était tout simplement scandaleux. En fait, cela révèle quelque chose, c'est que, surtout ici chez nous, Dieu est devenu plutôt un vrai business. Et on compte sur la naïveté, le manque
sens de discernement pour le grand nombre. On vient vous prêcher la prospérité, parce que tout le monde aimerait effectivement, sans travailler, devenir riche. La fertilité. La fertilité, donc plein de choses qui naturellement accrochent les faibles d'esprit. Et ça a été en quelque sorte, cette scène-là a été en quelque sorte le paroxysme de cette pratique, ce mode de vie de la plupart des pasteurs qui ont compris qu'il y avait effectivement un business à exploiter. Ben, c'est terrible, et les églises naissent et continuent à prospérer partout, ignorant que, en exposant les enfants au bruit, eh bien, nous sommes en train d'abîmer leur tête, leur cerveau, et demain, nous n'aurons que des fainéants, des enfants attardés. Je ne sais pas si, je crois qu'il appartient au gouvernement de réglementer la chose, et plus exactement au ministère de la Justice. Monsieur l'abbé, c'est vous qui avez proposé ce titre. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Eh bien, pas derrière la tête, mais dans la tête. Carrément. Carrément. Il y avait peut-être quelque chose gâché. Mais ce qui m'a poussé à proposer ce titre de notre émission, c'est le constat. Le constat que je fais en observant ce qui se passe dans notre société congolaise. Je ne voudrais pas parler de la société africaine, je ne voudrais pas parler de la société mondiale. Je me limite à la société congolaise. Eh bien, le constat que l'argent est devenu le maître qui commande tout, et même plus que cela, l'argent est devenu le Dieu pour qui nous sacrifions tout. Nous sacrifions nos vies, la vie des autres. Nous sacrifions la nature au profit du Dieu argent que la Bible appelle le Dieu Mammon. Et nous devenons des mammonites, donc des disciples du Dieu Mammon, à telle enseigne que tout se vend, tout s'achète. Nous sommes entrés dans une phase de vie, de société, où tout est commercialisé, y compris Dieu lui-même. Dieu est devenu un produit commercial. La conscience, on la vend, on l'achète. La femme, on la vend, on l'achète. La preuve, c'est que lorsque des jeunes gens vont pour le mariage, on leur présente une facture. C'est comme si la femme que tu vas épouser est un objet, n'est-ce pas, que tu vas acheter, une chose que tu vas acheter dans un commerce, n'est-ce pas, et on te donne la facture. Mais, monsieur l'abbé, je voudrais vous arrêter pour demander quand même à l'opinion. On enlève le mot facture au mariage, quand même, hein, dit c'est pas possible. Mais vous me rappelez quelque chose, qu'on appelle ça autrement, voilà. Pas facture. La facture, c'est une pièce de commerce, une pièce comptable. Comptable, ça veut dire l'argent. Tu vas acheter quelque chose, on te donne une facture. Ou tu voudrais acheter quelque chose, tu sollicites une facture qu'on appelle proforma. C'est le commerce. Tout s'achète, tout se vend. Voilà ce qui m'a poussé à me poser la question, quelle est la relation que nous, Congolais, nous entretenons avec l'argent? L'argent qui est arrivé avec la colonisation. L'argent qui est arrivé avec l'économie du marché. L'argent qui est arrivé avec l'économie monétaire, qui n'existait pas à l'époque de nos ancêtres, n'est-ce pas? Et on nous a amené l'argent sans la culture de l'argent. Ah oui, c'est très important ce qu'il vient de dire. Modeste Bodigaba. Oui, parce que nous avons appris
de notre enfance qu'il fallait considérer l'argent comme un bon serviteur, mais un mauvais maître. Eh bien, au lieu de considérer effectivement que l'argent est un instrument au service de l'homme pour les transactions, pour toutes sortes d'opérations, l'argent a été érigé en, comme vient de dire M. l'abbé, en mammon, Dieu mammon. Donc, on ne cherche plus, on ne considère plus l'argent comme un instrument pour les échanges, pour les prestations, pour payer telle ou telle chose, mais l'argent devient une fin en soi. Et c'est ça qui est le mal absolu. Parce que, comme vient de l'illustrer M. l'abbé, tout s'achète. Les points, les études là-bas, les consciences, comme il l'a dit. Les votes. Le vote. J'en sais quelque chose. Donc, manifestement, c'est le mal qu'il faut combattre absolument. Absolument, parce que cela nous mène droit, je crois, en enfer. Hein? Là, c'est l'enfer. Dans le mur d'abord, parce que nous sommes sur terre. Cela nous mène Mais comment voulez-vous? Un enfant qui paye, un enfant qui vous donne de l'argent et en retour, vous lui donnez des points. Mais c'est un enfant que vous avez tué. Absolument. Parce que une fille qui vous donne sa... Comment je veux dire son charme. Son charme. Et en retour, vous lui donnez des points. Mais pour le futur, cette fille, cet enfant, mais ce sont des personnes qui ne peuvent servir à rien. Ça, c'est très très grave. On achète votre conscience. Et puis vous en retournez à la maison, vous êtes content. Et vos enfants savent que c'est ce que fait papa. Ils ne peuvent pas être fiers de vous, c'est pas possible. Quand vos enfants savent que papa a Moïbi. Ah non, vos enfants, ils vont utiliser l'argent, mais même dans leur entourage, on leur dira, oui, mais l'argent dont vous parlez, mais votre papa le vole. C'est dramatique. Et je voulais quand même corriger. Je sais que, d'une manière intellectuelle, vous avez raison de limiter le sujet au Congo, mais moi j'ai envie de l'africaniser, parce que on sent partout que tout le monde veut avoir l'argent à tout prix et tout ça, monsieur l'abbé. Eh bien, il est bon de préciser d'entrée de jeu que le problème, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas un problème. On a besoin d'argent comme moyen, comme vient de le dire Modeste. On a besoin d'argent comme moyen, comme instrument, outil. N'est-ce pas? Et ce moyen, eh bien, est mis à notre disposition pour acquérir des biens, pour échanger des biens et tout. Eh bien, c'est un moyen. L'argent est inanimé. L'argent ne marche pas, l'argent ne parle pas, l'argent ne respire pas, l'argent est un objet inanimé. Mais on a l'impression qu'il parle, qu'il marche, parce que c'est lui qui commence à... Alors, ça veut dire qu'il y a une sorte d'inversion. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'homme qu'il faut changer. Le problème se pose à deux niveaux. Il y a le niveau de l'acquisition de l'argent et il y a le niveau de l'utilisation ou l'usage de l'argent. C'est à ce niveau-là que se pose le problème de l'homme. Parce que c'est l'homme qui acquiert l'argent. Et c'est l'homme qui utilise l'argent. Si aujourd'hui on peut faire la part de manière d'acquérir l'argent, on pourra dire il y a une manière honnête et une manière malhonnête. Et aujourd'hui,
Le problème, c'est que tous les moyens sont bons pour acquérir l'argent. On vole, on triche, on ment, on tue même pour avoir l'argent. Les koulouna, on parle de koulouna, en cravate ou en t-shirt ou peu importe comment ils sont habillés, parce que bon, ils sont habillés de différentes manières, les koulouna, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui importe aux koulouna? C'est d'avoir l'argent, les biens matériels. L'argent étant un symbole de biens. Ça symbolise les biens, ça symbolise l'avoir. On va attaquer cette dame, on va attaquer ce monsieur, on va attaquer celui-ci ou celui-là, on va même attaquer les ouvriers, n'est-ce pas? On va attaquer les employés, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi? Pour de l'argent. Pour de l'argent. Et on va plus loin. On peut tuer. On tue pour l'argent. Les guerres que nous connaissons dans l'histoire, toutes les guerres, sans exception, sont des guerres économiques, des guerres de prédation, parce que quand tu regardes les guerres qui émaillent l'histoire de l'humanité, c'est quoi? Aller conquérir la terre, aller conquérir tel village, aller conquérir tel pays, tel état, aller conquérir des terres, c'est l'avoir. Aujourd'hui, on parle de la guerre du coltan. Mais hier, c'était peut-être la guerre du caoutchouc. La guerre, aujourd'hui, on est en train d'aller vers la guerre de l'eau. Je me rappelle ici ce que Mutinga Modeste a publié comme ouvrage il y a quelques années. Eh bien, c'est un ouvrage intitulé « La guerre de l'eau est à nos portes ». La guerre de l'Est, la guerre de l'Ouest, la guerre du Nord, la guerre du Sud, la guerre du Centre, la guerre telle que nous la vivons ici et ailleurs, eh bien, a comme base, comme cause, comme origine, la recherche de l'avoir. La recherche de l'avoir. Mais c'est comme ça que les multinationales qui sont à l'origine de toutes ces guerres, qui bénéficient de ces guerres, qui enrichissent ces guerres, on fait la guerre et on entretient la guerre. Pourquoi? Parce que on fabrique les armes. On a des industries d'armement. Et ces industries d'armement, on ne fabrique pas les armes pour les garder chez soi, pour embellir la maison. Non, on fabrique les armes pour les vendre. Et vendre, ça veut dire avoir de l'argent. Profit, argent, n'est-ce pas? Et vous comprenez que ceux-là qui fabriquent les armes, ceux-là qui créent des industries d'armement, n'auront du tout envie, pas du tout envie que la guerre s'arrête. Il faut que les Congolais et les Rwandais et les Ougandais et les je sais pas moi, se battent, Soudanais et s'entretuent entre eux et ils vont acheter les armes parce qu'on ne leur donne pas ces armes gratuitement. Ils vont acheter et ils vont s'endetter même pour acquérir ces armes. Tout cela, c'est pour dire que les guerres, la guerre, aujourd'hui parlons de la guerre dans notre pays, eh bien, si nous voulons comprendre l'origine de la guerre, les causes de la guerre, nous devons voir cet aspect-là. L'homme qui a la recherche de l'argent, l'homme qui a la recherche du profit économique, matériel, eh bien, il est prêt à tuer l'homme. Et lorsque tu tues l'autre homme, en réalité, tu oublies que tu es en train de te tuer toi-même. Ça veut dire, tu es en train de tuer en toi ce qu'il y a d'humain. Ce qu'il y a d'humain, et je dirais même de divin. Voilà. Et donc, nous avons un sérieux problème dans l'acquisition de l'argent. On veut acquérir l'argent à tout prix. On triche, on vole, on tue. Modeste Mbonigaba, comment faire pour que nous puissions tuer cet homme qui est en nous finalement, presque en nous tous? Je crois que c'est Mobutu qui disait, en fait, non, c'était pas lui. Comment vous vivez? Comment vivons-nous? Avec ce salaire-là, comment tu vis? Normalement, on devait arrêter tout le monde, parce que nous vivons de manière
miraculeuse. Mobutu disait au cours d'un meeting, même Premier ministre Nani Léon Kengwadon doza koyebisanga, Premier ministre Kengwadon doza koyebisanga, oyo baza kopesanga eza kokate. Alors si le Premier ministre dit ça, donc il faut arrêter toute la République. Alors la solution, elle est où? Oui, je crois qu'il faut effectivement ne pas diaboliser l'argent. Il n'est pas question de dire qu'il faut que l'argent disparaisse. Non, c'est pas possible. L'argent, comme nous l'avons dit, c'est un bon serviteur. Nous en aurons toujours besoin pour notre développement, pour investir dans nos infrastructures. Pour manger. Donc, pour manger déjà. Donc, l'argent est tout à fait à sa place, mais à condition qu'il soit toujours au service de l'homme. L'homme doit toujours être au-dessus. Il ne doit pas être l'esclave de l'argent. Si nous arrivons à organiser notre société de manière à ce que le minimum vital soit assuré à tout le monde, parce que c'est le point de départ de tout. Il faut savoir, d'ailleurs avant de commencer l'émission, on parlait de cela, de ces cas où vous avez cru bien faire en augmentant de façon spectaculaire le salaire d'un collaborateur que vous aviez trouvé très dévoué, très fidèle, etc. Et du jour au lendemain, parce que lui n'avait pas intégré cette masse d'argent qui lui tombe dessus, lui il a des besoins très limités, il va investir dans les femmes. 4 femmes. Il va prendre 4 femmes, il ne sera plus ponctuel au bureau, et vous allez donc regretter de lui avoir augmenté, alors que vous pensiez le récompenser pour son dévouement au travail. Donc nous devons penser une organisation qui permette à l'homme effectivement produire et gagner pour vivre, mais éviter que justement une mauvaise organisation, comme c'est le cas chez nous, où il n'y a pas d'organisation qui puisse permettre à ce que chaque personne qui travaille puisse avoir au moins ce minimum vital qu'on appelle ailleurs SMIG. Ce SMIG-là n'est pas quelque chose qu'on a comme ça lancé. Non, on étudie ce qu'on appelle le panier de la ménagère. On étudie ce qu'il faut, par exemple, pour chaque travailleur comme cotisation, non seulement pour sa retraite, mais aussi en cas de maladie, en cas de ceci, donc pour toutes sortes d'assurances. C'est cette organisation-là qui va permettre à ce que chaque personne qui travaille puisse avoir un revenu lui permettant de vivre dignement. Dignement. Parce que c'est ça le plus important. La dignité de la personne, c'est ça qui manque. Oui, mais le travailleur, il a une famille à nourrir, mais il n'a pas ce minimum-là qui lui permet de se faire respecter déjà par sa famille, ses enfants et son épouse. Donc, cette organisation-là, nous avons le devoir en tant que société de la donner à l'État, que l'État s'organise de manière à ce qu'effectivement ces paramètres-là, tous ces éléments soient respectés. Oui, on a posé la question au ministre de Finances qui a dit, en fait le problème, je crois que nous revenons, c'est le disque qui est devenu rayé. À partir de notre indépendance, il y a des erreurs qui se sont tellement accumulées que pour que nous puissions avoir cette organisation parfaite, il va falloir les corriger. On n'a pas compris l'indépendance, c'est quoi? On a fait des erreurs aujourd'hui. Quand vous êtes nommé ministre, un certain nombre de vos collaborateurs, vous les mettez dans l'administration publique. Ça veut dire que la carte des endroits, je ne sais pas si elle existe encore, l'État ne peut pas payer pour tout le monde. Donc il y a des erreurs que nous commettons, nous tous,
on croit faire du bien, mon frère est là. Non, le frère d'ailleurs on le donne à l'autre ministre, et l'autre ministre vous donne aussi son frère, et ça fait que c'est une caste comme ça. Hein, vous êtes PDG ici pour qu'on ne pas... Alors mon cher, je te donne mon frère, parce il porte le même nom que moi, vous le prenez au service de l'État. Alors, l'État ne peut plus supporter les charges qui devaient être les siennes. Donc, il y a des choses qu'il va falloir corriger. Et vraiment, je reviens encore à Mabika Kalanda, nous n'avons pas corrigé, nous ne nous sommes pas remis en question, c'est l'erreur, mais il va falloir qu'à un moment, on se dise, c'est fini. Oui. Monsieur l'abbé. Mais, remettre en question aussi un certain système économique. C'est à cela qu'on doit aussi s'atteler. Remettre en question ce système économique qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme libéral, l'économie du marché. Et vous avez des partis politiques ici qui, lorsqu'on leur demande, on leur pose la question, quelle est votre idéologie, quel est votre projet de société, ils vont vous dire, oui, nous sommes parti capitaliste libéral, nous sommes pour l'économie sociale du marché, n'est-ce pas? Mais c'est quoi l'économie sociale du marché, n'est-ce pas? Et c'est quoi le capitalisme libéral qui en réalité est devenu plutôt un capitalisme sauvage. N'est-ce pas? Où prime le profit, l'argent. Voilà. Ce système économique doit changer. C'est ce système économique qui aujourd'hui fait en sorte que l'organisation dont parle Modeste n'est pas de mise. Voilà. Et il y en a les inégalités dans les salaires. Les inégalités sont telles que, eh bien, les écarts, n'est-ce pas, entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas sont tels que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est à tous les niveaux qu'on voit ça. C'est à tous les niveaux. Parce que vous parlez des partis politiques. Je crois qu'aujourd'hui, très modestement, il faut donner raison à feu le maréchal Mobutu, qui avait proposé trois partis. Parce que il y a plus de 1000. Maintenant, il y a quoi? Regroupement. Donc, on veut réduire. Il y a une magie pour réduire. Réduire à combien? C'est terrible. Modeste. C'est vraiment ça l'une des clés pour démarrer, parce qu'on ne va pas tout changer du jour au lendemain. Il faut commencer par quelque part. Aujourd'hui, le multipartisme doit être rationalisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se dire, bon, on va garder des partis en fonction de quoi? Pour quelles raisons? Parce que maintenant, on sait qu'avec 1000, d'abord, ça ne va pas s'arrêter. Pourquoi ça s'arrêterait tôt alors que... c'est le multipartisme intégral. Donc, il n'y a aucune limite. Alors, il faudrait peut-être se demander s'il ne pourrait pas être possible de dire, voilà, bon, vous êtes déjà à 1000, bon, on ne va pas ignorer cela, mais vous définissez par rapport à quelle vision des choses, par rapport à quelle idéologie. Parce que les idéologies, il ne peut pas y en avoir 1000. Ça, au moins, on est sûr que on peut avoir quelques idéologies, mais pas 1000, peut-être 5. Parce que moi, je vois un parti tout à fait viable des écologistes, par exemple. C'est un parti important. Bon, je peux, dans un système pluraliste, même si M. Labbé, lui, aimerait qu'on supprime le capitalisme libéral avec des raisons tout à fait fondées, mais on sait que dans le monde des hommes, bon, ça va être compliqué de dire, bon, on supprime ça, mais si au moins déjà, ils ont une idéologie que nous pouvons combattre par la voie démocratique, et pour que dire, nous pouvons suivre. où nous pouvons suivre, dire, voilà, ça... Ils ont raison par là. Oui, ça, ce n'est pas bon pour nous, parce que ça met trop l'accent sur le culte de l'argent, par exemple.
On peut combattre ça dans les urnes, mais à condition que ceux qui vont dans les urnes comprennent cela. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Comprendre les enjeux, comprendre le fonctionnement de la société, ce n'est pas la chose la plus évidente pour le commun des Congolais. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut penser, qu'il faut organiser de manière à ce que, par les citoyens eux-mêmes, on puisse arriver à réduire ce multipardisme débridé qui ne produit rien de bon. Il est finalement sauvage. Complètement donc sauvage, et faire en sorte que l'homme revienne au centre de tout, parce que il a compris les vrais enjeux du monde. Si aujourd'hui, M. Labbé vient avec ce qu'il explique ici, disons les méfaits du capitalisme sauvage, libéral, etc., des gens qui sont capables de comprendre vont tous dire que mais il a raison, et ils ne vont jamais voter pour un parti qui prône ça. Mais aujourd'hui, ceux qui votent, 80% ne savent même pas si c'est pourquoi il a voté ça et pas ça, etc. Donc l'organisation doit aussi aller jusque-là pour savoir si chaque électeur est effectivement en mesure de faire ce choix-là de vie, ce choix majeur, en âme et conscience. C'est cette organisation qu'il faut imaginer. Elle n'existe nulle part jusque maintenant. Mais ça ne veut pas dire que on n'a pas le droit d'innover ou de sortir des sentiers battus. Donc je crois que les problèmes sont là. L'argent est devenu le maître au lieu d'être le serviteur. Et ça, il faut qu'on arrête ça. Vous savez, par tous les moyens, comment on arrête ça? Vous savez, Modeste, c'est pendant ces élections que j'ai compris ce que j'ai toujours appelé le disque rayé de votre part. Parce qu'en réalité, pour ces élections, les gens qui y sont allés, notamment les législatives, c'était pourquoi? Pour gagner les 21 000 $. Voilà. Alors que c'était pas ça, bon Dieu. Voilà. Alors un jour, puisque j'ai participé, j'ai demandé, c'est des choses qu'il faut changer. Et un journaliste intelligent, il s'appelle Pokames, il me dit, yo, Ozaro Bango Pezan Anani, mais comment? C'est le système. Toi, tu vas enlever ce système. Alors là, j'ai compris. Et puis quelqu'un d'autre me dit, non, on ne pouvait pas voter pour des gens intelligents. On vote pour son frère. Entre vous, Kibambi, et mon frère, même s'il n'a pas beaucoup de chance, mais je vais choisir parce qu'il va aller, il aura le 21 000 et je vais me retrouver. Monsieur l'abbé, c'est grave. C'est tellement grave que lorsque je dis nous devons, nous devons changer le système, nous devons faire une révolution culturelle en quelque sorte. C'est parce que quand j'entends les gens parler de politique, des élections, vote et tout ça, ben, notre problème au cours de cette émission, c'est de montrer la relation entre le Congolais et l'argent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous constatons à ce sujet? C'est que la politique est devenue tout simplement un moyen pour se faire de l'argent. Vous voyez? Et pour se faire cet argent-là, pour accéder à un poste politique, que ce soit la députation nationale ou députation provinciale ou je ne sais pas, entrer dans le gouvernement ou je ne sais pas moi, eh bien, on est prêt à vendre tout pour avoir de quoi payer la caution qu'on demande, mais aussi pour avoir de quoi acheter la conscience de ceux dont on attend le vote, n'est-ce pas? Et alors, dès que ces personnes, comment est-ce que vous pouvez expliquer que pour 500 sièges à l'Assemblée nationale, vous avez 24 000, n'est-ce pas, candidats? Comment expliquer cela si ce n'est que par la
pas du lucre, le goût du lucre, hein, la recherche de l'avoir, hein, de l'argent, n'est-ce pas? Et on est prêt à vendre sa maison, à vendre ceci, pourvu qu'on puisse avoir l'argent pour faire la campagne, avoir l'argent pour acheter les votes des gens. Et une fois qu'on est élu, entre guillemets, je dirais, on a accédé, on est arrivé, n'est-ce pas, à l'Assemblée, eh bien, la première des choses, c'est quoi? Eh bien, il y en a qui se sont endettés, hein, qu'on se le dise. Hein. Et bien, la première chose, c'est avoir le plus d'argent possible pour payer les dettes qu'on avait contractées, n'est-ce pas? Et peut-être se refaire ce qu'ils appellent une santé financière, n'est-ce pas? Hein. Eh bien, ça dénature la politique. Ça dénature la fonction politique. Elle n'est plus une fonction de service, elle devient une fonction, je dirais, de profit. Tout simplement, et de profit égoïste financier, hein, pour soi-même. Et c'est là où il y a le deuxième aspect que j'ai évoqué. Hein. Il y a l'aspect acquisition, mais il y a aussi l'aspect usage. Que faisons-nous de l'argent, de notre argent? Il y a deux types d'usage. Il y a l'usage égoïste que nous observons, c'est moi, remplir mes poches, remplir le ventre, hein, et d'où, dès que j'ai la possibilité d'avoir de l'argent, ça doit se sentir parce que je deviens ventripotent, je deviens insaisissable, hein, inaccessible, n'est-ce pas? C'est utiliser l'argent pour soi-même. Mais il y a aussi l'autre usage de l'argent. C'est un usage altruiste, où j'utilise l'argent pour faire du bien. Pour faire du bien aux autres. N'est-ce pas? Et fine et finalitaire. Comme on posait la question de savoir que faire. Mais il faut éduquer l'homme congolais à la manière d'acquérir l'argent honnêtement, par le travail. Par le travail. Un travail bien rémunéré. Hein, une juste rémunération du travail. N'est-ce pas? Un travail qui te permet de vivre, de nouer les deux bouts du mois. N'est-ce pas? Et qui te met à l'abri du besoin. Le travail. Bon, il y a d'autres moyens honnêtes aussi pour acquérir de l'argent. On peut hériter. On hérite, ou on reçoit des legs, ou des dons des autres. C'est aussi des moyens qui ne sont pas malhonnêtes. N'est-ce pas? Mais vous savez... Mais non, tout le problème c'est que comment sommes-nous éduqués? Ah, c'est ça. Comment éduquons-nous les enfants? Comment c'est ça le problème. Quelle éducation donne dans les églises, dans les familles, dans les écoles? Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. L'école, qui devrait être une entreprise de service, est devenue une entreprise de production. Et on crée des écoles pour gagner de l'argent. Et on fait des écoles pour que ça puisse me rapporter le plus d'argent possible. Ce qui fait que les enfants qui n'ont pas des parents assez nantis, aisés, ben, ne peuvent pas aller à l'école. Même quand ils vont à l'école, monsieur l'abbé, vous parliez d'héritage. Mais les enfants, s'ils ne sont pas bien formés, mais arrive le moment d'hériter, ben, ils se partagent de manière folle, guerre et tout ça. Et puis au bout de quelques années, l'homme qui était riche, il n'y a plus rien parce que l'enfant prodigue a pris, il est allé... mais tout ça, c'est une société à repenser. Et comment repenser cette société avec tous ces forums qui naissent où chacun est devenu enseignant alors qu'il n'a pas le niveau? La société est embourbée. Non, Modeste? Oui, je crois que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de parler dans le vide, parce qui va nous comprendre? Oui, parce que lorsque nous parlions ici, surtout M. l'abbé et notre ami Moumengi, qui parlait de stop, c'est ça, donc on ne va pas faire l'économie de ça. Il faut vraiment faire un stop, pour dire voilà, nous avons fait fausse route. C'est ce que
Vous disiez tout à l'heure que ça remonte à l'indépendance. Ah oui. Ça remonte à l'indépendance. Donc, déjà, nous tous, nous savons que à la veille de l'indépendance, le colonisateur, par un jeu de passe-passe, bascule tout le patrimoine de la colonie dans son escarcelle. Oui. Et nous sommes heureux avec ce qui nous. On n'avait rien en fait. Et nous, on n'a pas fait comprendre aux colonisateurs que nous, on n'était pas d'accord avec ça. C'était une arnaque tout à fait inacceptable. Pour y accéder, encore fallait-il comprendre. Voilà. Donc ces accumulations-là ont fait qu'aujourd'hui, la corruption dont nous parlons tous les jours, mais la corruption n'existait pas avant. C'est le colonisateur qui a commencé. Lumumba, on allait le corrompre, il a refusé. C'est là qu'il a signé pour la première fois. Vas-y. Parce que il fallait justement calmer la nouvelle élite politique pour qu'elle ne mette pas trop l'accent sur cette histoire qui venait de se passer. Ils ont voté un budget secret de 2 millions d'euros. C'est Colette Brackman qui a donné ce chiffre. De 2 millions de... De l'époque, hein, oui. L'équivalent de 2 millions d'euros pour venir, soi-disant, calmer les modérés. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas avec Lumumba. Alors, comment on appelle ça? C'est pas la corruption? Comment en plein? Notre classe politique est née dans la corruption et par la corruption. Absolument. Alors, comment voulez-vous que ce phénomène de transmission, depuis 60, c'est ça qui se transmet, au point qu'aujourd'hui, un politicien congolais ne sait pas ce que c'est. La corruption, pour lui, ça n'a pas de sens, parce qu'il est tombé dedans, comme disait l'autre, étant petit. Donc, lui, c'est comme ça fait partie de sa vie d'acteur politique. Alors, comment voulez-vous, sans ce stop-là, espérer changer quoi que ce soit? Parce qu'ils sont tous dans cette ambiance et tout ça. Donc, ça ne peut pas changer. Il faut absolument qu'il y ait ce stop pour dire, bon, qu'est-ce qui a fait que les choses n'ont pas marché? On va se rendre compte qu'il y a ça et ça. Et qu'est-ce que faudrait-il faire pour corriger, pour mettre fin à ces mauvaises pratiques? On va certainement trouver des formules, peut-être pas très populaires, mais des formules qui permettent effectivement de changer de cap. Oui, mais parmi les formules, il faut quand même faire peur aux gens. Voilà. Il faut quand même leur dire que là où nous allons, en fait, on a vécu des choses qui ont fait à un certain moment que la population, ne pouvant pas supporter, a débordé, et j'ai peur de prononcer ce mot, et a provoqué un désordre qui nous a complètement déséquilibrés. Et si nous continuons comme ça, eh ben, si nous ne prenons pas les choses en charge, si le peuple le prend en charge, c'est le désordre. C'est le pillage, c'est le mot que je ne voulais pas prononcer. Et donc il faut repenser les choses, il est encore temps. Oui, anticiper. Il faut faire ce stop et véritablement réfléchir pour que la société commence à prendre la meilleure direction qui soit. Celle-là, elle n'est pas bonne. Exactement. Monsieur, la meilleure direction qui soit, c'est la direction qui met l'homme au centre. C'est la direction qui redonne à l'homme sa vraie place, qui redonne à l'être sa place première. Ouais. Et c'est là où, je dis, ce stop devrait nous amener, cet arrêt devrait nous amener à une remise en question, mais je vais beaucoup plus loin, une simple remise en question, à une véritable révolution culturelle qui consistera à faire le passage d'une culture fondée sur le primat de l'argent, de l'avoir, du profit matériel, n'est-ce pas, à une culture fondée sur le primat de l'être, et où l'avoir, l'argent, retrouvera sa vraie place. Et sa vraie place, c'est la place de moyen et non de fin, comme Modeste l'a dit déjà bien avant, n'est-ce pas? Et pour cela, je crois que nous devons reconnaître
et avoir le courage aussi de le dire, l'économie capitaliste est en faillite. L'économie capitaliste libérale est en faillite. Il y a un ouvrage, et les Congolais, la plupart des Congolais, nous n'avons pas la culture de la lecture, le goût du livre pour apprendre, mais il y a un ouvrage assez récent qui s'intitule « La défaite de l'Occident ». La défaite de l'Occident. C'est un certain Emmanuel qui a écrit ce livre, n'est-ce pas? Et dans ce livre, il décrit justement comment l'Occident a failli. L'économie capitaliste a failli. Et alors, pourquoi nous autres, nous devons nous accrocher à cette même économie, à ce système économique qui a failli là où ça a commencé, n'est-ce pas? Et qui a détruit, d'une certaine manière, le système économique qui était le nôtre. Le système économique, le nôtre, était un système qui était fondé sur deux principes, solidarité et partage. Le système économique capitaliste, libéral, l'économie du marché, est arrivé avec l'individualisme. Moi d'abord, les autres après. Et parfois même les autres rien. Mais moi d'abord. Vous voyez? Alors, ça a tué l'homme. Absolument, monsieur l'abbé. À l'époque, quand vous étiez en Belgique, je crois, en formation, moi j'étais en France, on nous disait, mais vous les Africains, vous êtes bien, ouais, vous gardez, il y a l'esprit de la famille et tout ça. Bon, si on avait continué, on aurait pu, parce que nous, les parents, quand ils deviennent vieux, on les amène dans des mouroirs, vous les gardez avec vous. Le jour où je perds feu mon épouse, je travaillais à RFI, j'ai dit à un ami de RFI de dire à Kassourou Mema, qui dira à ma fille que sa mère n'est plus là, les enfants qui sont restés vont aller vivre là-bas. Et mon collègue Najot me dit, mais il a accepté. Je dis, mais c'est son devoir d'accepter. Elle dit, mais c'est une excellente... Vous ne lui demandez même pas son avis. J'ai dit, je ne lui demande pas son avis. Elle est née, c'est l'aînée de la famille, celle qui pense... Quelle belle société! Vous ne lui demandez pas son avis. Je dis, mais elle a été éduquée comme ça. Donc, on avait des valeurs qu'on aurait pu imposer à ces gens-là. Et ils étaient preneurs. Non, nous nous sommes laissés noyer. Votre vieille maman, elle est dans la maison, vous êtes d'accord avec eux? Non. Nous devons aller au restaurant, la maman, il faut qu'elle soit quelque part, dans un mouroir, en attendant la mort, on va lui rendre visite une fois par semaine, c'est pas possible. Donc nous avions des valeurs qu'on aurait pu imposer à cette société, ils étaient tellement forts et bien avancés, qu'ils n'ont pas pris. C'est terrible. Mais oui, mais comme l'a dit M. l'abbé, nous devons avoir le courage de sortir des sentiers battus et comprendre que notre seul salut, c'est la décolonisation mentale. Nous allons nous rendre compte de ce que M. l'abbé vient de dire, qu'en fait, nous sommes en train de suivre aveuglément un système qui est en perdition. Nous allons nous rendre compte que le système de démocratie là qu'on nous a vendu ici, ce n'est pas ça. Nous devons mettre en place une organisation qui nous permette effectivement de faire émerger comme leaders les meilleurs d'entre nous au plan moral et éthique. Pas parce qu'ils viennent avec des diplômes. On a vu ce qu'ils ont fait. Les multidiplômés sont les plus grands truands qui ont vidé les caisses de l'État. Donc, nous devons nous rendre compte que ce système-là ne nous mène nulle part. Et ça fait longtemps qu'on dit ça. Hein. Oui. Mobutu il avait des collaborateurs intelligents et tout ça. Juriste, Bobim Bokoyo. Hein. Voilà. Professeur. Professeur. Donc, si nous n'arrivons pas à prendre notre courage à deux mains pour effectivement considérer que le point de départ, c'est cette rupture.
il faut tout considérer que tout ça ne nous mène à rien. Il faut commencer autre chose et ne pas avoir peur de sortir des formules nouvelles. Oui. Ne pas avoir peur. Déjà, quand on a fait l'évaluation des processus électoraux en Afrique ici, en 2001, mais le journaliste là qui était là, qui interrogeait l'organisateur, qui est le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il lui a demandé, mais maintenant, vous montrez que la démocratisation ici, soit si c'est 41-59, les autres disent non, qu'est-ce que je dis, 49-51, celui qui a 49 dit non, on a volé mes voix. Et sinon alors c'est 90-99 contre. Il dit, mais finalement quel est le meilleur système? Parce que manifestement, avec les divisions à caractère tribal ou géographique ou religieux qu'il y a chez vous, la démocratie telle qu'on l'a en Occident, ça ne passe pas. Il a dit tout simplement qu'il faut imaginer des formules nouvelles. Il y a 20 ans, on est toujours en train de faire la même chose, alors qu'on nous a dit ça depuis 20 ans, qu'il faut imaginer autre chose, qui nous sorte des sentiers battus. Aujourd'hui, avec notre ami Alain Foucault qui montre que cette démocratie-là, il faut mettre à la poubelle. Mais on est toujours là-dedans, on continue, on ne se rend pas compte qu'on gaspille non seulement un temps précieux, mais aussi de l'argent. Il faut arrêter, il faut avoir ce courage. Il faut arrêter et il faut peut-être aussi regarder notre passé. Regardez notre passé. La tradicratie, si on peut inventer un terme, la tradicratie, c'est-à-dire disons l'organisation de la société qui se fonde sur les traditions de partage, les traditions de solidarité, les traditions de production pour vivre et pas produire pour vendre. D'abord, on produisait pour vivre. Et hier, il y a eu un essai qui a été fait ici à Kinshasa, en tout cas, un projet qui avait comme nom le projet JIP. JIP, ça veut dire jardin et élevage parcellaire. Eh bien, on initiait les gens à produire ce qu'ils doivent manger. N'est-ce pas? Et à ne pas dépendre de l'économie monétaire, de l'économie du marché. Produire ce que l'on mange. Ça se faisait ici à Kinshasa. Avant, hein? Oui, ça se faisait à Kinshasa. Une époque où j'ai connu cela. C'est un projet qui a fait, disons, un bon bout de temps ici. Vous étiez jeune, hein? Oui. Donc c'était pendant la colonisation. Non. Après la colonisation. Nous, on était à l'école secondaire déjà. On était à l'école secondaire. Et donc, ce projet-là, on pourrait le relancer, le revisiter et se dire, nous avons des traditions, mais nous ne les connaissons plus. Nous les ignorons et nous les avons quelque peu reniées. Alors, ce qui fait que la révolution qui doit se faire doit être une révolution culturelle. Retrouver nos racines culturelles. Retrouver notre culture ancestrale, comme on peut le dire. Ce n'est pas pour faire un retour à l'authenticité ou quoi, non. C'est tout simplement s'inspirer des valeurs qui sont les nôtres et qui ont été quelque peu détruites, perdues à cause de ce travail de déshumanisation qui a accompagné la colonisation, qui a été une colonisation déshumanisante. Et on nous a amené un système économique qui a déshumanisé l'Afrique. Tout à fait. Alors, dernier mot, parce qu'on n'a plus grand-chose. Hein. Non, je crois que M. Labbé a tout dit. C'est vraiment cela. Il faut changer l'homme congolais. Changer l'homme congolais, parce qu'il faut changer l'homme congolais pour que les citoyens changent. Pour que le peuple change aussi.
aussi longtemps que nous aurons ce peuple laxiste, amorphe, qui applaudit ses bourreaux. Il applaudit ses bourreaux. Avec un peuple comme ça, qu'est-ce que vous pouvez espérer? De toute façon, même s'il applaudit ses bourreaux, il ne les applaudit pas sérieusement. Il les applaudit pour rire. Ça pousse les bourreaux à ne pas changer parce que quand on les applaudit, ils se disent, donc ça va. Mais s'ils montraient quand même un minimum de... Mais là, écoutez, hein, au lieu d'étaler des pagnes pour qu'ils marchent dessus, on dit, mais il y a encore ça, il y a tout ça qui n'est pas fait. Ça pousserait les dirigeants à se dire, tiens, mais on a maintenant affaire à des... Attention. Mais aujourd'hui, on danse parce que ce peuple-là, c'est surtout la tribu. Comment veux-tu que ta tribu vienne manifester quand tu deviens par exemple Premier ministre pour dire non mais toi et tout ça? Non, tout le monde se dit, comme vous avez dit, ah maintenant je pourrais quand même, sur ce qu'il va gagner, j'aurai certainement quelque chose dedans. Donc cet esprit-là, qui n'est pas revendicatif, qui n'est pas exigeant, qui est attentiste. Attentiste, eh bien ça nous tue. C'est ça qui tue la société. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en conclusion, je voudrais dire qu'il y a effectivement des efforts à faire. Ce stop va se faire. J'ai beaucoup, j'ai aimé la conclusion qui a été faite par le ministre des Finances. On lui jette tous les... Enfin, qui a dit, il y a des efforts qui sont faits, mais si nous avons 2 milliards, s'il faut les distribuer à chacun, ce sera seulement $20. Donc, c'est vrai, il faut ce stop, c'est vrai, il faut des réformes, et peut-être être un peuple revendicatif, tout en étant logique, parce que les efforts fournis ne peuvent avoir leur, leur aboutissement qu'au bout d'un certain temps. Donc, un peu de patience, je crois que finalement, on a touché le fond, on va se relever. Merci de nous avoir suivis. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Merci. Reposez-vous quand même, aujourd'hui vous êtes un peu fatigué. Benikaba, je vous remercie. Merci, monsieur Dubambi. Dans 15 jours. À vous aussi, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était un plaisir.